Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle édition d'Espion Entrepreneur. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Caroline Mignot. Bonjour Caroline. Salut Clément, merci pour ton invite. Dans ce podcast, Caroline va vous expliquer un petit peu son parcours, sa vie, de comment est-ce qu'elle a fait pour monter sa première boîte, puis ensuite les différents projets qu'elle mène. Personne ne sait faire du partenariat en France, faut que je lance ma boîte. Je commence à lancer Richmaker. Caroline, elle est présente sur tous les réseaux. D'abord LinkedIn, après newsletter, podcast, YouTube et maintenant des vidéos au format portrait, donc TikTok, Reels Instagram et YouTube Shorts. J'écris une fois le post, on met la même chose sur tous les réseaux et chaque vidéo en fait nous rapporte des opportunités de dingue. Caroline va vraiment vous expliquer comment faire pour performer sur ces réseaux et surtout pour exceller dans votre image de marque, dans ce qu'on appelle le branding. Et ça à travers les différents projets qu'elle a menés. Donc autant avec Richmaker, entreprise qui vous met en relation avec vos meilleurs partenaires. Les gens sont contents, c'est du self-service. Ils viennent, ils repartent, les indicateurs sont au vert. Et le dernier projet qui est son agence personnelle, donc une entreprise de branding, d'image de marque et de création vidéo. Caroline Mignot, c'est maintenant et c'est sur Espion Entrepreneur. Donc j'ai 32 ans, ici effectivement on est dans le 2e arrondissement de Paris, moi ma ville de cœur c'est plutôt New York. Je suis partie parce que de base j'avais un niveau d'anglais lamentable, donc au sortir de mes études il se trouve que très bonne note partout sauf en anglais et mes profs me disent bah là il n'y a pas trop le choix en fait, hein. Ça se voit comme un nez sur réseau. Je décroche un job à New York qui était du coup censé être un stage, je postule pour un stage, on me propose un taf de 2 ans. Chef de produit chez Volvic. Donc c'était chef de produit quand tu vends de l'eau, c'est assez ennuyeux comme métier parce qu'il se passe pas trop, il n'y a pas d'évolution de gamme, il n'y a pas trop de surprises sur les feedbacks, enfin, je te passe les détails mais il y a quelques jobs en marketing où tu peux t'ennuyer et typiquement chef de produit quand tu vends de l'eau, c'est un peu tristoun. Du coup je décide de décliner l'offre et de leur proposer en fait de me faire un espèce de stage sur mesure. Donc à ce moment-là je leur dis j'ai bien considéré votre offre d'emploi, j'ai envie de rejoindre l'entreprise mais je pense que j'ai beaucoup mieux à apporter aujourd'hui que mes compétences en produit. J'ai fait du digital, j'avais 1 an d'expérience en alternance dans les pattes parce que comme toi je crois beaucoup au modèle de l'alternance et du coup j'ai valorisé ça et je leur ai dit si vous me faites confiance pour 6 mois on se fait un stage sur mesure et je vous crée toutes vos plateformes digitales, Danone Waters, donc Volvic, tout un tas de portefeuilles hyper intéressants quand on vient de débuter et ils ont accepté. Donc je suis partie aux US avec un espèce de stage sur mesure de 6 mois qui s'est transformé en 2 ans de contrat, qui s'est transformé en fait presque 8 ans sur place, 8-9 ans de job. Pas seulement chez Volvic mais aussi ailleurs après. Ok, en fait toutes ces expériences, c'est quoi qui t'a fait, on va dire, rentrer en France à un moment? J'ai pas choisi. Comme on dit dans les guignols de l'info, c'était à l'insu de mon plein gré. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on est venu me démarcher. Figure-toi, le culot. On est venu me démarcher dans mon dernier job où je lançais une boîte de bijoux. Une boîte de bijoux où il y a une 50aine d'employés en France et je lançais ça aux États-Unis avec mon cofondateur. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je suis approchée par une marque de vêtements que j'adore, qui me fait rêver, qui s'appelle Saint-James. C'est une boîte qui m'a toujours fait rêver parce que c'est une boîte avec des fortes valeurs, tout ça. Quand ils me contactent, je suis hyper contente. Je crois très très fort à ce moment-là à l'essor de la sustainable fashion à New York. Donc le vêtement plus durable, un vêtement qui se garde toute une vie. Tu sais les trucs que nos parents, ils nous ont toujours dit quand on était gamin, que eux ils ont connu en fait. Le pull que tu achètes à 20 ans et que tu as encore à 50 ans. Bah ça, c'est un peu l'ADN de la marque Saint-James. Et je me dis, mais ça cartonnerait aux US. J'ai un espèce de coup de cœur amical avec le CEO de la marque et il me fait un job sur mesure. Et il me dit, écoute, ton job, ça va être de développer tout le retail aux États-Unis de la marque Saint-James. Toi qui es un peu comme moi, hyper actif et tout, c'est un job de rêve parce que je peux bouger partout aux États-Unis. Et en fait, ma seule prérogative, c'est créer des antennes pour faire des pop-up stores, donc des stores éphémères. Toute la partie qu'on aime, nous les entrepreneurs, c'est-à-dire lancer des projets de 0 à 1, trouver un lieu, staffer une équipe, avoir des partenaires, booker de merchandising, relever les résultats et puis prendre les modèles, garder les apprentissages et répliquer ailleurs.
taf de rêve, qui ne s'est jamais fait. C'est pour ça que spoiler alert. Mais pourquoi ça s'est jamais fait? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors moi déjà j'ai tout quitté pour ce poste. J'avais dit dès le début autour de moi, c'est trop beau pour être vrai. Après, on a facilement, surtout quand on est jeune, le syndrome de l'imposteur. Donc il y a un moment dans ta vie où avant tes 30 ans, tu te rends compte que tout ce qui t'arrive, tu te dis toujours c'est trop beau pour être vrai. Donc à ce moment-là, je commence à y croire, même si j'ai un très beau package d'expat, tout ça. Et je rentre en France faire mon visa. Pour te dire à quel point il m'avait gâté, c'est que le CEO m'avait dit, je veux pas seulement te faire un visa court terme, on va aussi te payer une green card, parce que ça fait longtemps que tu es aux US et tu mérites d'avoir une green card. Qui est un peu, pour ceux qui nous écoutent, le Graal. Parce que toutes les boîtes qui t'embauchent te proposent un visa court terme qui te garde prisonnier de ta boîte. C'est-à-dire que si tu trouves un autre job, tu dois refaire tout le process de visa, tout ça. Donc voilà comment ils travaillent la rétention employée aux US. Mais quand on te fait une green card, t'es libre. Donc c'est un peu le plus beau cadeau que puisse te faire un employeur, c'est de te dire en fait je t'offre ta liberté sur le sol états-unien et je te paye ta green card. Je suis rentrée pour faire les démarches de visa et 3 semaines plus tard, un lundi matin, rentrée de festival, on m'appelle et on me dit au final en fait on arrête tout et on va peut-être ouvrir le poste l'année prochaine, gardons contact. Ah ouais, mais c'était quand, quelle année qu'ils t'ont dit ça? C'était juillet 2019 je crois. Du coup tu te retrouves à avoir tout plaqué pour ça, qui finalement se fait annuler à la dernière minute. Qu'est-ce que tu fais là? En plus avec les boules parce que j'avais refusé 2 offres d'emploi sur lesquelles on m'avait dit non mais garde-les sous le coude au cas où, et je les avais filées à des potes parce que j'étais là non je suis sûre de mon coup. Donc à ce moment-là je suis comme ça de culpabilité. Il y a tous mes proches qui me disent mais pourquoi tu l'as pas vu venir? Comment c'est possible de faire ça? Attaque-les en justice. Genre les pires conseils de tes proches, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais déjà, faut pas faire justice soi-même parce que c'est un petit monde, celui dans lequel on évolue. Et 2, faut faire attention aux conseils de ses proches parce que à ce moment-là, en fait, ça fait beaucoup plus de bruit que de véritables signaux. Tu vois, c'est vraiment, ça part dans tous les sens et ça me rend plus confuse que je l'étais initialement. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, on va pas se mentir, j'ai une période hyper difficile de remise en question / dépression, si on veut être un peu moins politique. J'ai su après que j'avais fait une dépression. Je l'ai pas diagnostiqué sur le coup. L'état dépressif, c'est un état où tu te dévalorises énormément, où tu n'as plus confiance en personne, où tu crains les interactions avec les autres parce qu'elles te font peser tout ce que tu n'es pas, tout ce que tu n'as pas réussi à faire. Du coup, je me sentais hyper attaquée par la pitié, par exemple, quand les gens disaient « Ah bah, je te présente Caroline, tiens, elle cherche du boulot, t'as pas du boulot pour elle ». Je me sentais en position basse, je me sentais humiliée. C'était une période où j'étais à côté de mes pompes totales et personne ne pouvait rien faire pour moi à part moi. Donc ça a duré environ 3 mois, un peu l'été difficile à passer. Et après, j'ai retrouvé du boulot, particulièrement grâce à une manager qui m'a fait confiance. Donc j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire. J'ai choisi mon job pour le management. C'est-à-dire que j'ai eu un coup de cœur pour ma manager, Stéphanie Lavino, et j'ai pris du coup un job qui me correspondait pas trop. D'accord, et donc finalement, en fait, ce job-là, t'as été obligé un petit peu de le quitter aussi, pas très longtemps après, quoi. Sauf qu'à ce moment-là, on arrive en 2020, donc compliqué. On est en novembre 2019, je commence mon CDI. Donc l'anecdote que je te raconte, c'est juillet 2019. Le coup de bambou. Et donc novembre 2019, je commence mon CDI et quelques semaines plus tard, Stéphanie Lavino, pour qui j'ai choisi ce poste, claque sa dème. D'accord. Et je me retrouve avec un boss qui m'a pas choisi. Je suis dans le transport routier, dans la logistique. Je viens du monde des bijoux et de New York. Donc autant te dire qu'on m'a mis dans une case toute petite, mais vraiment toute petite. Et c'est difficile pour moi de faire mon trou. On me laisse pas beaucoup d'occasion de briller. On me laisse pas beaucoup de responsabilités. À ce moment-là, je suis directrice communication et on me fait clairement savoir qu'il faut que je reste à ma place et que j'ai un peu des grandes ambitions, mais que ici tout prend du temps et qu'il faut pas trop chercher à faire les choses différemment. Ok, donc du coup tu finis par te barrer aussi, je suppose. Eh ben je reste quand même en serrant des dents parce que j'ai toujours eu je pense que c'est les États-Unis qui m'ont formée à ça. J'ai toujours eu l'éthique de en fait là j'ai fait mon erreur donc je tiens le plus longtemps possible. Aussi par crainte de ce que les recruteurs appellent le trou sur le CV. Les choses commencent à changer, mais à cette époque-là, moi je suis terrorisée d'avoir des trous sur mon CV. J'ai toujours eu le syndrome de la bonne élève et on m'a toujours dit il faut pas qu'on voit que tu as des expériences trop courtes. Du coup, même si je suis pas très bien dans ce poste, je me dis là, j'ai choisi mon manager, j'ai choisi Stéphanie, il y a quelque chose de bon à la clé, faut pas trop faire de caprices, tiens bon et tu vas en retirer quelque chose. Et du coup, je reste 1 an pile.
Et qu'est-ce qui te fait partir finalement? Ce qui me fait partir, déjà, c'est d'un commun accord avec mon boss. Parce qu'en fait, moi, quand je suis arrivée, j'avais déjà fait modifier mon contrat, mon CDI, et j'avais demandé, en fait, de pouvoir travailler sur le côté. Parce que mon salaire était tellement bas par rapport à ce que j'avais aux US que je me suis dit, en fait, là, je suis dans la rat race, comme dit Mark Manson. C'est-à-dire que je gagne juste de quoi vivre. Et ça, c'est l'ennemi de l'entrepreneuriat. Parce que quand tu as envie de lancer tes projets, il faut que tu aies un peu de côté. En tout cas, que tu aies un mini capital pour pouvoir te lancer. Et je me dis, en fait, là, si j'avais des économies, mais mon mindset, ça a toujours été dépense que ce que tu gagnes. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, il faut que je puisse faire du consulting sur le côté, que je puisse faire rentrer de l'argent d'une autre manière pour pas juste dépenser exactement ce que je gagne. Et dès le départ, je leur avais dit que j'avais un projet sur le côté. Ça, pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'être entrepreneurs, c'est une vraie bonne pratique d'être transparent dès le début avec son employeur. Ça va vous permettre d'éviter beaucoup de conflits et peut-être à la clé de partir avec une rupture conventionnelle, alors que si tu as juste déçu ton employeur parce que tu lui as mis à l'envers, tu as fait des trucs dans son dos, c'est plus compliqué au moment de la négo. Donc ça, je l'ai beaucoup conseillé à certaines de mes amies qui étaient dans ce cas-là. Et du coup, le moment où je lance ma boîte, 6 mois plus tard, je suis encore en poste, mais j'ai prévenu. Et pour te la faire courte, du coup, comment est-ce que je me lance? Il y a un moment où je commence à poster de plus en plus sur LinkedIn. Mon boss est à la fois hyper content parce que je remplis tous les webinars sur le transport routier qui sont genre hyper durs à remplir dans un secteur de niche. Comme je suis un peu la seule à me mettre en avant et que dès le début, il n'y a pas encore l'image, mais j'écris beaucoup, je publie énormément, je vais voir des partenaires parce que c'est ma bouffée d'oxygène dans mon job, dans mon costume tout serré de directrice com. Le seul moment où je fais du partenariat, je touche enfin à des choses qui ont de l'impact, je fais baisser les coûts d'acquisition, on crée du contenu, je parle à plus de monde, donc le partenariat c'est mon exutoire. Et plus je commence à lancer des partenariats, plus je me dis en fait les gens m'appellent, me disent comment t'as fait ça, je conseille mes copines qui sont dans le B2C et je me dis mais en fait personne sait faire du partenariat en France, faut que je lance ma boîte. Et je commence du coup au bout de 6 mois en poste, je commence à lancer Richmaker. Autant le fait que j'ai beaucoup d'audience sur LinkedIn et qu'il y a une traction monumentale, ça sert les intérêts de ma boîte, autant très rapidement ça commence à déranger et je comprenais pas trop pourquoi parce que j'ai jamais fait ça sur mes horaires de boulot et je bossais comme une dingue. Mais c'est une question d'image. Et je pense à ce moment-là un petit peu de fierté, ça se faisait pas. Tu vois, de communiquer en même temps sur mon projet personnel. Ce qui s'est passé, c'est que tu t'es lancé sur LinkedIn. Au début, c'était pour ta boîte qui te payait. Puis après, ça a été pour toi. Très rapidement? Non, c'est un peu l'inverse. C'est l'inverse, d'accord. Ouais, c'est l'inverse, Clément. Je vais tester un peu l'attraction parce que je posais les jalons de Richmaker. Quand j'ai vu que ça marchait, j'ai dit tout de suite, ah bah tiens, je vais régaler ma boîte et j'ai commencé à activer de l'inbound et à voir comment je pouvais mettre l'inbound de ma boîte, donc beaucoup d'articles sur le transport routier, très niche, baromètre de prix du transport de fret, tout ça, en perfusion sur mon profil. Et là, on a commencé à avoir plus de reach, plus d'impact, plus d'engagement. Parce qu'en fait, on parle de quelle audience là, à cette époque-là? Déjà, minuscule pour ceux qui nous écoutent, énorme disclaimer, c'est juste qu'à l'époque, sur LinkedIn, il n'y a pas grand monde. Comme il n'y a pas grand monde, j'ai la chance du débutant, du primo-arrivant. Tu fais partie des premières à avoir publié régulièrement avec des posts quali en fait. C'est ça. Ah, c'est gentil, tu me flattes, il n'y a pas que ça, t'as pas trouvé les squelettes. Et pourtant, j'ai rien supprimé, mon mindset, c'est genre, souviens-toi d'où tu viens, donc je supprime pas. Mais non, j'ai fait des posts vraiment immondes avec des hashtags, des emojis partout, vraiment c'est... Mais à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que au moment du Covid, tout de suite, il y a de l'attraction sur un truc improbable. Et c'est ça qui m'a fait émerger sur LinkedIn. Et après, il y a eu l'effet boule de neige et j'ai eu de la chance. Je donne des cours en école de com. C'est ce que je faisais déjà sur le côté de mon job. Côté conférencière, en fait, aussi même. En fait, ouais, j'aurais même pas osé en rêver à ce moment-là. Ouais. J'osais même pas en rêver. C'était pas pour moi. Par contre, être prof en école, en fait, rapidement, j'ai 2 amis qui sont responsables pédagogiques. Je sais pas pourquoi, mais je les remercie. Mathéo et Olivia, ils me calent sur mes premiers cours en école. Et du coup, sur le côté de mon CDI, c'est un peu mes premières missions de consulting. Tu vois, je suis prof en école. Ça fait, 4-5 mois que je suis en poste. Au moment du Covid, tous mes élèves sont sur le carreau. Parce que tous les postes sont gelés, les ouvertures de stage, tout ça. Et je commence à faire passer leur CV sur LinkedIn. Et personne n'avait jamais fait ça, en fait. Il y a une offre d'emploi qui est publiée,
il y a un CV qui est envoyé pour répondre à l'offre d'emploi. Mais il n'y avait pas trop de gens qui diffusaient leur CV, qui disaient voilà ce que je cherche, cher réseau, qui se mettaient en avant. Ça se faisait pas. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'être un énorme boomer de dire ça, mais à cette époque. Mais vraiment, LinkedIn, ça a tellement changé. C'est invraisemblable. Et d'ailleurs, en tant qu'entrepreneur, ça me donne un peu des frissons parce que c'est un rêve d'avoir un produit qui se développe autant. Enfin, ils ont pivoté un truc de malade pour devenir un instrument de marque personnelle, un vrai média. Mais au moment où je te parle, LinkedIn, c'est une CV tech. Tout le monde a perdu son mot de passe. Et les gens, en fait, au moment où je commence à publier les CV de mes élèves en disant est-ce que quelqu'un peut aider un tel, voilà le hashtag pour relayer, pour te dire à quel point c'est old school. On utilisait le hashtag pour créer de la viralité, pour que les gens, du coup, puissent relayer eux-mêmes hashtag SOS Job. Et si tu tapes sur LinkedIn hashtag SOS Job, tu vas retrouver 2 ans de diffusion de CV où je diffusais de base pendant le Covid 1 fois par jour. Et après, quand j'ai commencé à avoir de l'audience, quand en plus il y a eu mon boss, j'ai eu mon boss sur les côtes, là c'était peut-être 1 fois par semaine ou tu vois le samedi et dimanche, je me souviens plus le rythme. Mon aventure LinkedIn commence avec cette opération virale qui n'a rien à me rapporter, ni pour Richmaker, ni pour ma boîte, un hasard total. À l'époque, tu avais Richmaker, donc en fait, ça a été ton premier projet entrepreneurial. Ouais. Si on rappelle un petit peu la proposition de valeur initiale de Richmaker, c'était quoi concrètement ? La proposition initiale de Richmaker, c'est aujourd'hui, les partenariats, ils sont toujours noués à la machine à café. Et du coup, si t'as pas de réseau, t'as pas de chocolat. Si tu connais pas un tel qui a fait l'association Alumni, je sais que toi, t'étais hyper impliqué dans l'association Alumni de ton école. En fait, si t'as pas fait les belles écoles, si t'as pas fait les belles boîtes, si t'as pas fait les beaux incubateurs, les beaux accélérateurs, les belles pépinières, en fait, potentiellement, t'as pas de réseau. T'es dans ta boîte en Charente-Maritime et tu te dis, comment aller chercher de nouvelles audiences sans dépenser un bras en publicité ? Et comment est-ce que tu rencontres des partenaires ? Personne ne te connaît, donc c'est difficile. Le parti pris de Richmaker, c'est de dire aujourd'hui, t'as pas besoin de réseau pour trouver un partenaire qui va te permettre d'aller chercher tes prochains clients. Donc nous, on remet la data et l'intelligence marketing au cœur du partenariat. Ça devient plus un jeu de réseau de qui connaît qui, ça devient un jeu de qui a des audiences complémentaires, soit affinitaires aux miennes. Et on match les gens comme ça, comme un site de rencontre en fait. Le site de rencontre pour entrepreneurs, quoi. Ouais, c'est ça, c'est bien résumé. Le site de rencontre des marques, à ce moment-là, ce que j'adore, c'est dire, c'est les marques, les médias et les associations. Et il y a des espèces de silos en France que j'ai jamais compris, en me disant, en fait, marques, médias, associations, tout le monde veut la même chose. Tout le monde a besoin de rentabilité. Donc en fait, tout le monde a besoin d'aller chercher des nouvelles audiences, d'aller conquérir des nouveaux publics. Et à ce moment-là, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'une association devrait faire un partenariat avec une autre association ? Les marques avec les marques, chacun chez soi, comme toujours en France, tu vois. Et là, ce que j'aime bien sur cette plateforme, c'est quel que soit ton ADN, et le marché n'est pas prêt. Un peu une erreur que j'ai fait en tant qu'entrepreneur, tu vois. Je me suis dit, les gens vont adorer ça. En fait, non, les gens n'adorent pas ça. Ça les déstabilise complètement de se dire qu'ils peuvent faire un partenariat avec un magazine, de se dire qu'ils peuvent faire un partenariat avec une association. Ils ne comprennent pas, tu vois. Richmaker était un peu trop avant-gardiste ou complètement à côté de la plaque quand il s'est lancé. Richmaker, c'est un peu mon bébé. Et c'est un peu mon caprice de... J'ai jamais voulu arrêter Richmaker, même quand j'ai eu des projets plus grands, des projets beaucoup plus rentables tout de suite. Richmaker, c'est un petit peu, c'est mon bébé quoi. Et aujourd'hui, la taille de marché sur Richmaker, marché du partenariat en France, il est encore tout petit. Tu vois, c'est pas du tout la création de contenu avec l'agence personnelle. Ça, c'est une taille de marché énorme, en pleine expansion. Le partenariat, ça va prendre son temps. Le partenariat, c'est beaucoup plus difficile aussi à quantifier, à traquer, à mesurer. C'est des échelles de temps qui sont plus longues avant d'avoir du résultat. Donc, je savais que c'était un bourbier quand je me suis lancée là-dedans. Mais Richmaker, ça a toujours été mon projet de cœur. Tu vois, en fait, je serais pas devenue entrepreneur s'il n'y avait pas eu ce projet que je voulais à tout prix sortir et que je voulais pas sortir pour moi, je voulais le sortir pour la profession. Parce qu'aujourd'hui, les partenariats, c'est le levier de croissance mais vraiment le plus actionnable. Tu as 3 façons d'atteindre la croissance. Tu achètes, tu vois, donc tu vas acheter une boîte, par exemple, qui a telle compétence. Tu construis. Donc quand tu construis, tu vas aussi devoir dépenser de l'argent, par exemple, pour avoir des employés qui construisent pour toi en interne. Ou tu fais du partenariat. Aujourd'hui, il n'y a personne qui outille les gens sur le partenariat. Alors ça commence à arriver parce que le marché s'ouvre, mais je trouve que c'est une aberration, même au niveau média, qu'on puisse pas, tu vois, tout de suite se lancer sur le marché en se disant, moi j'ai ça à apporter et j'ai aussi ça, avec qui je peux matcher ? On en parlait en off tous les deux. Tu vois que tout de suite tu vas me dire, moi en fait je sais faire ça et ça, j'adresse telle personne. Et je me dis, mais il faut qu'on se parle parce que, et c'est les fameuses, sur LinkedIn tout le monde rigole, les synergies.
Tu sais, tout le monde voit des Ouais. synergies. En fait, c'est le problème, c'est que c'est mal fait. Les gens comprennent pas comment exécuter. Mais les synergies, c'est genre, c'est dommage qu'on se soit dégoûté de ce mot parce que ça dit un truc essentiel. Ça dit genre, aujourd'hui, t'as plus besoin de rien d'autre qu'un savoir-faire complémentaire, une audience corollaire pour pouvoir te lancer. Donc, Richmaker, j'ai tout automatisé. Aujourd'hui, c'est une plateforme où il y a une centaine de clients payants. Il y a un directeur opérationnel qui s'occupe de faire tourner un petit peu la plateforme, gérer l'opérationnel. Mais moi, je suis plus du tout dans ce projet. C'est pour ça que je t'ai dit, on va s'ennuyer si on en parle, parce que je le laisse courir et je pense que ce sera jamais une licorne. C'est pas pour ça que je l'ai fait. C'est un lifestyle business, donc il me rapporte des ronds tous les mois. Les gens sont contents, c'est du self-service. Ils viennent, ils repartent, les indicateurs sont au vert. Je suis contente et du coup, je veux pas le vendre. Ça, c'est clair. C'est ma bouée de salut parce que je dois beaucoup à cette boîte. Ok, et c'est un petit peu en fait aussi là où tu as fait tes premières armes, on va dire. J'ai tout appris. C'est ma boîte brouillon. Tu vois, ouais. C'est grâce à Richmaker qu'il y a tout le reste. C'est pour ça que je veux pas. Même si parfois on me dit ah c'est le chant du cygne et tout, là ça y est, t'as délégué l'opérationnel. Non, c'est pas le chant du cygne pour l'instant. En tout cas, c'est ma boîte porte-bonheur. En tout cas, j'ai l'impression. Et ça te rapporte encore une part significative de tes revenus aujourd'hui ou... Pas significative, non. Si tu veux, la partie écrasante de mes revenus, c'est vraiment les conférences. Ça, je pense que c'est en termes de revenus, c'est ce qu'il y a de plus lucratif que tu pourras jamais faire. Enfin, je connais personne qui a un business model plus rentable que les conférences dans le consulting. T'en fais combien par mois? J'en fais une par semaine environ. Focus un petit peu sur la partie de conférence. Ouais. Parce qu'en fait, tu me dis les conférences c'est rentable, mais ça gagne combien une conférence concrètement là? Entre 5 000 et 10 000 euros de l'heure. Ah ouais, donc en gros, tu te pointes et pour une heure, t'es payé 10 000 euros. Attention, je comprends l'effet SMIC LinkedIn. Il faut faire très attention justement à tout ce qu'il y a derrière une conférence. C'est-à-dire que oui, t'es payé 10 000 balles de l'heure, mais à côté de ça, en fait, il y a énormément de travail derrière une conférence. Déjà, les conférences, en général, tu les fais sur mesure. Donc, tu sais combien de temps ça prend pour faire une presse, pour t'adapter exactement à la demande de ton client, pour faire les réunions de brief, les points de cadrage, qu'est-ce que vous attendez, combien il y a de personnes. Donc ça, pour moi, ça fait partie de la conférence. Après, dans la conférence, tu as une partie image. Donc l'image, ça va inclure par exemple l'utilisation, les droits d'image de toi dans telle ou telle situation sur les réseaux sociaux. Tu vois, ça va être par exemple, est-ce que j'accepte de faire un teaser pour dire je serai à cet événement? Est-ce que ce teaser, il est diffusé chez le partenaire, chez moi ou les deux à la fois? En fait, c'est pour ça que souvent je me bats contre les consultants qui annoncent genre je gagne 500 euros de l'heure ou un tel. C'est parce que derrière, il y a toujours des rouages et c'est hyper important de donner aux gens avec honnêteté les rouages de tout ce qu'il y a derrière. Tu vois, oui, c'est intéressant de dire je gagne 10 000 balles de l'heure, mais c'est intéressant pour toi. Derrière, c'est un miroir aux alouettes pour tous ceux qui vont t'écouter. C'est pas 10 000 balles de l'heure. C'est qu'en fait, c'est un travail qui est valorisé à 10 000 euros parce que tu donnes une partie de ton image, parce que tu aides potentiellement à vendre des places, parce que toi, tu vas relayer sur les réseaux sociaux, donc tu ajoutes du média et puis derrière il y a ta connaissance et tu sais à quel point en fait comme dans le consulting tu vends pas une heure 500 euros, tu vends pas une heure 5 000 euros ou 10 000 euros, 10 ans d'expérience que tu vends. C'est ta connaissance d'un marché, ta connaissance d'une niche, un savoir-faire qui fait que tu peux créer des déclics chez les autres parce que tu as déjà vu les scénarios, les patterns chez d'autres. Donc ce que je peux te livrer sur mes revenus, c'est que aujourd'hui, c'est pas du tout Richmaker qui me fait vivre et c'est pas une part significative de mes revenus. Par contre, c'est un joli revenu passif pour un SaaS, ça c'est clair. Okay. Et je suis reconnaissante. Donc toi, comment tu vois le domaine du partenariat Enfin, qu'est-ce que tu en penses en fait? En fait, je trouve que le partenariat, c'est la botte secrète de croissance pour tous les niveaux de boîte. C'est-à-dire que le partenariat va aider un solopreneur. Si par exemple demain, tu as un copain qui se lance, il est rédacteur web. Bah, en fait, en étant, imaginons qu'il fait de la formation rédaction web, bah, tout seul, il galère, il y a un effet de plateau. C'est hyper difficile de passer les 1%, tu vois. Et c'est toujours pareil. Dans toutes les industries, c'est les 1% qui se régalent. C'est un peu winner take it all, tu vois. Donc, il y a cet effet un peu primo-arrivant qui est très difficile maintenant pour les indépendants à gérer parce qu'ils sont tout seuls avec tout le taf à côté. Et c'est limite ton cas maintenant, tu vois. Donc, disons que tu as un ami qui est dans la rédaction web, qui fait de la formation. Qu'est-ce qu'il peut faire pour faire grossir sa boîte? Il va pouvoir faire de l'apport d'affaires et dire à son cercle proche, à chaque fois que tu m'apportes un client, je te reverse par exemple 10%. Comme ça, il peut déjà se délester de la partie prospection, qui prend beaucoup de temps. À côté de ça, il peut peut-être se dire, j'ai pas beaucoup de médias, je voudrais pouvoir générer de la confiance pour tous les gens qui me connaissent pas, je voudrais avoir plus d'impact parce que on comprend peut-être pas ce que je fais. Le copywriting, par exemple, c'est un métier encore trop peu connu. Du coup, il peut trouver quelqu'un qui a un savoir-faire complémentaire, par exemple du design web,
Qu'est-ce que j'appelle complémentaire? C'est le design et la rédaction, ça va de pair, on les vend ensemble. Ça peut être aussi une compétence affinitaire, c'est-à-dire que lui, il est copywriter spécialisé dans les SaaS, par exemple, les logiciels en ligne. Il va se mettre avec un autre mec spécialisé dans les SaaS. Et ensemble, ils vont pouvoir enfin conquérir le marché. Ensuite, tu peux dire potentiellement que cet ami-là, il va avoir besoin de médias pour faire connaître ce qu'il fait, pour créer de la confiance, pour pouvoir à la fois attirer plus de clients, mais aussi convertir mieux, parce que quand les gens voient ta tête et voient ta tête avec d'autres personnes, et ben tout de suite, ça te donne un meilleur aperçu de qui tu es. Donc, il peut se mettre avec un mec qui, par exemple, est complémentaire à lui, qui va être un designer, par exemple. C'est deux prestations qui s'achètent ensemble. Donc, ils peuvent faire un contenu ensemble, et il peut aussi se mettre avec quelqu'un qui fait la même chose que lui. Ça, dans le jargon du partenariat, ça s'appelle la coopétition. C'est qu'au final, la compétition fait tellement rage que tu as intérêt à faire des alliances avec tes propres compétiteurs. Et c'est ceux-là qui vont prendre le marché. C'est un petit peu le cas du partenariat entre Uber et Lime. Si tu regardes sur le papier, les deux, ils pourraient être concurrents. Je sais pas toi, mais moi, quand je me balade dans Paris, bon, maintenant, on n'a plus droit aux trottinettes. Ça va faire, d'ailleurs, nous, ça nous a fait beaucoup pleurer. Je sais pas s'il y a eu d'autres victimes. Mais en tout cas, moi, j'avais toujours le réflexe, c'est genre, est-ce que je prends un taxi ou est-ce que je prends un Lime? Est-ce que je prends une trottinette ou est-ce que je prends un VTC? J'ai toujours eu ce truc-là. Donc, au final, tu t'en rends bien compte, ils sont concurrents. Mais là où la démarche de Uber, elle est super intéressante, c'est Uber se dit, en fait, je vais regrouper sur ma plateforme toutes les offres de mobilité urbaine, quelles qu'elles soient. Donc tu vas pouvoir booker un scoot, une trottinette. En fait, c'est ça la mentalité partenariat qu'ont toutes les grosses boîtes et que nous, on devrait appliquer à nos échelles de indépendants, freelance, solopreneurs, entrepreneurs, président de TPE, PME, marketing manager dans un grand groupe. Le bénéfice, on va dire caché un petit peu que tu vas avoir, ça va être quoi concrètement? Ensemble, on est plus fort. Et ça, c'est une loi de base, physique. Et tu le vois dans cet exemple où, en fait, Uber pourrait décider de rester dans sa tour d'ivoire et se dire, bah, finalement, on reste dans notre application un peu seul. Ou ils peuvent décider, via leur application, de devenir la référence absolue de la mobilité urbaine. Parce que quand tu ouvres l'application Uber, tu peux directement booker un scooter, une trottinette ou un Uber. Et en fait, ils ont compris tout de suite comment créer une situation de monopole. C'est en avançant avec les autres et non pas en silo et non pas contre les autres. Ça, c'est un truc qui est hyper contre-intuitif quand on commence, mais qui après en fait s'explique assez facilement. C'est de dire que si tu veux briller toi-même, en fait, à un moment, il va falloir faire briller les autres. Donc en soi, la démarche altruiste a un côté égoïste quand tu y penses, tu vois. La loi de l'apprentissage, c'est tu peux vraiment retenir quelque chose quand tu arrives à le transmettre. C'est à partir du moment où tu sais transmettre quelque chose, tu sais que tu l'as vraiment compris. C'est assimilé, c'est acquis. Tu penses que ça peut être un peu pareil pour le business? Je pense complètement que des mecs qui ont énormément réussi, comme par exemple un Guillaume Aubèche, c'est des mecs qui ont énormément donné, énormément transmis. Et en fait, tout le principe du contenu et de la stratégie de contenu, qui est le milieu dans lequel nous deux on évolue, l'inbound, tu vois, le fait de créer beaucoup de contenu pour que les gens viennent te trouver, te chercher. En fait, tout le principe de ça repose sur cette idée. Ouais. Et c'est l'idée de commencer par donner. Et c'est pas seulement valable pour tes potes de promo, c'est valable pour tes clients. Tu vois, il y a une énorme mode dans l'entrepreneuriat qui est oui, en fait, le rapport de force s'inverse. Maintenant, il y a plein de solopreneurs qui disent oui, il faut un peu montrer aux clients comment ça se passe. À part sur LinkedIn pour faire cliquer sur des posts. Il faut un peu les mecs, je trouve, parce que franchement... Je connais pas de personne brillante qui ait réussi en marchant sur les autres. Enfin, honnêtement, ça ne dure pas longtemps. En marchant sur les autres, en étant genre dans sa stratégie, dans son huis clos. J'avais un exemple, c'était Antoine BM, Blanche Maison. Ouais. Et lui, pour le coup, alors il marchait pas sur les autres, hein, attention, c'est pas pour le critiquer parce que je l'adore. C'est qu'il a toujours dit, je ne pense pas qu'il faille faire de partenariat, attention à ne pas vous dissoudre. Et il a toujours dit, en fait, moi je me protège énormément et on peut le comprendre parce que quand tu fais des métiers de créateur, il faut faire attention aussi à ça, à qui tu rencontres et à qui tu donnes ta confiance. Mais pour le coup, Antoine, il a toujours dit le partenariat, c'est pas pour moi j'ai la stratégie inverse, moi je suis en huis clos. Et depuis cette année, il a énormément changé et tu verras qu'il fait que des lives, que de la cross-promo. Pourquoi ? Parce qu'il a atteint l'effet de plateau et qu'il y a un moment où même si t'es très bon tout seul, t'as besoin des autres pour scaler, pour avancer. C'est une règle de base. Mais le côté femme et entrepreneur,
Est-ce que tu penses que y a des moments où tu as vraiment souffert de ça ou des moments où au contraire ça t'a beaucoup servi? En toute honnêteté, et peut-être je vais pas me faire que des amis en disant ça m'a plutôt servi. Je sais qu'il y a moins de femmes dans l'entrepreneuriat, c'est clair et net. Après, je pense que tu avances en te disant que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes, c'est une opportunité et pas l'inverse. Et que ce mindset-là... Tu te différencies? Ouais. Tu connais le ratio? Des femmes entrepreneurs, je sais pas, 20%? Non, un peu plus, à peu près 30-70. J'aurais dit 20% spontanément. Mais en tout cas, non, j'ai pas souffert de mon statut de femme dans tous les cas, même si j'en avais souffert, moi ce que je dis toujours, c'est focus sur ce qui te fait avancer. Et ce qui te fait avancer, c'est jamais de se victimiser. Ça, c'est toi et toi-même, et c'est un truc qui va te pousser vers le bas. Par contre, ce qui fait avancer, c'est ah ouais, là j'ai des opportunités que j'aurais pas eu avant. Et moi, le fait d'avoir été médiatisable, plus d'être sur une niche, femme dans la tech, ça m'a donné des opportunités où parfois c'est moi-même, tu vois, qui me mettais mon syndrome de l'imposteur, où je me suis retrouvée dans des interviews sur les géants de la tech, et j'étais là avec Richmaker, tu vois, et j'étais là, mais qu'est-ce que je fous là? Ça me faisait rire. Et dans ces cas-là, tu te dis, bon bah je suis invitée, c'est les autres qui ont décidé, et si je suis invitée, c'est que j'ai ma place. Et voilà, les géants de la tech, moi, ça m'avait vraiment fait sourire, parce qu'à ce moment-là, j'avais que un petit SaaS Richmaker, que j'ai jamais en plus, tu sais, j'ai jamais été grandiloquente, j'ai jamais communiqué sur tel nombre de CA, tel machin, et genre, je me suis dit, c'est marrant, pourquoi ils m'ont invité, pourquoi les autres me mettent dans cette position-là, tu vois. Et j'ai pris à ce moment-là. Je me suis dit, te pose pas de questions, et non, j'en ai pas souffert. Après, je sais qu'il y a des femmes qui en souffrent. Et je dis pas que le milieu est facile, mais moi j'ai eu de la chance. Donc aujourd'hui, ton dernier projet, c'est l'agence personnelle. C'est une agence qui met en avant des entrepreneurs sur les réseaux à travers ce format vertical, justement. Est-ce que tu peux nous en parler déjà de comment tu as rencontré la personne avec qui tu t'es associé pour ce projet? Alors, je rencontre Clément, mon associé. Clément comment? Clément SSB, que tu rencontreras bientôt. Je rencontre Clément dans la messagerie LinkedIn. Il m'envoie un drôle de message. Tu as vraiment du potentiel en vidéo. Est-ce que tu m'autorises à venir chez toi et te filmer pour te diffuser gratuitement un mois entier de contenu et tu n'as pas besoin de préparation. Un truc comme ça, je l'ai mal dit. Clément, si tu regardes cette vidéo, tu t'étais beaucoup mieux exprimé. Donc Clément m'envoie un message vraiment bizarre qui honnêtement aurait dû me mettre la puce à l'oreille, genre c'est qui ce mec? Mais le pouvoir de la recommandation a œuvré, Clem, puisque justement à ce moment-là, j'appelle un de mes meilleurs copains, Fabien Ferreira, qui est passé dans le podcast de Clément, et je lui dis écoute, j'ai reçu un message de ce mec qui me dit qu'il va me faire un mois de vidéo gratuite. En fait, il propose de venir. Il me dit que j'ai pas besoin de me préparer. Et en fait, il va diffuser à ma place des vidéos de moi sur les réseaux sociaux. Il dit que j'ai du potentiel. Moi, ça faisait 1 an que je voulais faire de la vidéo, mais j'arrivais pas à me lancer parce que hyper dur d'appuyer sur le bouton. Moi, j'aime l'énergie des gens. J'ai besoin qu'il y ait quelqu'un en face. Donc, c'est compliqué, hein, l'œil de la caméra, il fait peur. Parce qu'en fait, faut se mettre à la place des gens qui sont devant les caméras, mais l'œil de la caméra, il est gros, il est noir, il est méchant. Il te regarde avec... T'as un côté, ça fait peur, tu vois. Ouais, c'est intimidant. Et puis surtout, derrière l'œil de la caméra, il y a toute la sémantique qu'on a derrière. C'est-à-dire qu'on va être public, tout le monde va nous voir dans nos vulnérabilités, dans tout ce qu'on n'aime pas chez nous. Et du coup, effectivement, le jugement des autres, via l'œil de la caméra, est amplifié au maximum. Et du coup, moi, j'avais du mal. Autant j'adore les lives, parce que t'appuies sur le bouton et il y a un peu l'énergie de la scène. Et tu peux pas trop reculer aussi. Autant le moment où t'es tout seul chez toi et que tu dois appuyer sur le bouton et commencer à raconter, à parler face à un mur, c'est un moment, moi, que j'avais pas du tout envie de vivre. Et du coup, je l'ai repoussé, je faisais que du format live, et au bout d'un moment, je reçois le message de Clément, et je me dis, bah, c'est un signe. J'étais dans un appart abominable, j'ai déjà diffusé les photos, je te les enverrai. Je suis dans un appart abominable à Paris, un appart de transition, et je dis à Clément, ok, bah viens, mais mon appart est épouvantable, je te préviens. Il vient dans mon appart, il prépare tout le set, tout ça, et en fait, il me crée 30 reels à diffuser sur mes réseaux sociaux. Il diffuse à ma place, donc en plus 0 charge mentale. Moi, je voulais pas être présente sur TikTok parce que les gens étaient méchants. J'ai un petit côté pupus aussi, hein. Mais je trouvais que les gens étaient mauvais délire sur TikTok, donc je dis j'irai pas sur TikTok. Et il fait tout à ma place. Et là, c'est un peu invraisemblable. J'avais un compte Insta où à l'époque, je devais avoir 3000 followers, un truc comme ça, 3000 ou 4000 followers. Il y avait que des photos de moi en vacances, c'était vraiment un truc perso, tout en noir et blanc. Je dis à Clément, bah, commence là-dessus.
Et en fait, ça a pris hyper vite. Donc les 3 premières vidéos, c'était pas dingue. Mais quand même 6000 vues, en fait c'est toujours pareil, quand tu pars de zéro, 6000 vues t'es là, waouh, c'est vertigineux, tu vois, c'est une question, toujours une question d'échelle, donc c'est pour ça qu'il faut pas se comparer, et que si vous commencez à publier vos vidéos, vous dites jamais genre, ah je me compare à un tel, c'est plutôt l'effet cumulé, c'est ok, combien fait la première, combien fait la deuxième, si vous voyez qu'il y a de la progression, il y a un signal fort de traction. Donc en fait, tout de suite mon compte il a commencé comme ça à décoller, et puis il y a eu Clément a fait des vidéos, je crois qu'il m'a généré presque 20 millions de vues sur Instagram en tout. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'ai réinvesti tout l'argent gagné sur Marketing Square dans un studio. J'ai transformé mon ancien appart de jeune fille, comme j'aime bien dire, en studio de production. Je voulais me faire un beau home studio avec une pièce pour faire du podcast vidéo, qui sera l'avenir de la vidéo. Si t'en fais pas encore, Clément, faut qu'on s'en parle parce que c'est vraiment le truc, je pense. On en fait avec nos clients. Génial. Et ben, t'as raison. Enfin, t'as vraiment le nez creux pour le coup, et je pense que c'est un format qui va devenir mandatory, obligatoire dans le podcast. Et donc je voulais une salle podcast vidéo pour lancer mon podcast vidéo, et je voulais une salle vidéo verticale pour faire que de la vidéo individuelle. Et en fait, à ce moment-là, l'offre, elle décolle tellement. Clément, il m'a tellement rapporté de followers, d'acquisition, de nouveaux clients. Ça cartonne sur tous les réseaux, en fait. Et on distribue la même chose. Donc, on fait le travail une fois. On fait une fois, donc la vidéo, elle est montée. J'écris une fois le post, on met la même chose sur tous les réseaux. Et chaque vidéo, en fait, nous rapporte des opportunités de dingue. Du coup, je dis à Clément, là, il y a un coup à jouer. Parce que moi, j'ai un studio et un savoir-faire en marque personnelle. Parce que j'ai passé 10 ans à positionner des marques. J'étais spécialiste du positionnement. Et en fait, j'ai appliqué les recettes du positionnement produit à la marque personnelle. Et spoiler alert, ça marche hyper bien. Donc en fait, aujourd'hui, on m'appelait déjà à droite à gauche des gros patrons dont je peux pas dire le nom évidemment, mais des gros patrons m'appelaient déjà en mode comment est-ce que je dois me présenter, comment est-ce que je peux gérer le fait d'être au board de telle boîte et à côté de ça machin, comment je peux gérer le fait d'avoir une émission télé et machin, comment je peux gérer le fait d'être sur radio classique et en même temps, et en fait les problématiques que nous on a de slasher, que toi t'as, que moi j'ai, que notre entourage a, c'est les mêmes que les gros patrons du CAC 40 qui sont en train de se dire aïe aïe aïe, j'aime plein de choses, ça part dans tous les sens. C'est juste ça être une marque personnelle, c'est qu'on est des individus, on a plein de centres d'intérêt. C'est une bêtise de dire aux gens qu'il faut qu'une marque personnelle, genre c'est habiter ton secteur, être que dans ton activité. T'as aucune superstar aujourd'hui qui est connue que pour un truc. Les entrepreneurs, ils deviennent bons dans un secteur avec une boîte. Mais leur personnalité, c'est pas une seule chose. Elon Musk, il nous parle pas que de voitures électriques, il nous parle pas que d'électricité. Et c'est quoi ce qu'ils attendent comme retour sur investissement, tes clients en général ? Du positionnement, plus de conversion, plus de confiance, de l'acquisition aussi. Je pense notamment à un client qui avait une grosse émission sur une chaîne nationale et en fait il me disait pour être booké pour la session suivante il faut que j'ai beaucoup de followers. Ça marche comme ça derrière le rideau. C'est-à-dire que maintenant, comme dans le mannequinat d'ailleurs, les mannequins qui sont bookés, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte ? Ah bah est-ce que tu peux me faire un post ? Moi je sais que quand je suis bookée pour mes conférences, ça rentre en ligne de compte le fait que mes clients savent que si je participe à la conférence, je vais faire une couverture social media. Donc derrière, ils vont avoir une communauté de 200 000 personnes qui va voir que je fais une conférence pour telle ou telle marque. Et le média aujourd'hui a de la valeur, tu le sais, c'est pour ça qu'on est là. Il faut capitaliser dessus dans tout ce que tu fais. Et c'est ça l'enjeu de la marque personnelle. Donc moi je faisais du consulting là-dessus, en low-key. C'est-à-dire sans trop en faire la publicité, et j'étais tout le temps bookée. Je me disais, et je peux pas former quelqu'un là-dessus, c'est donc un truc pas scalable, et j'ai un studio de production. Et Clément, c'est un réalisateur. C'est tout ce que je sais pas faire. Il voit les plis sur les vêtements, les machins, il dit à Caro, il va m'aider comment m'habiller avant un tournage. C'est le diable se cache dans les détails, et Clément, c'est un mec qui a un très bon œil. Et toi, c'est sûr que c'est la même chose, parce que les mecs qui sont doués pour l'image, c'est des gens qui sont visuels. Moi, je suis absolument pas visuelle, je suis auditive. Clément, à ce moment-là, meilleure complémentarité, lui, son génie, c'est de faire parler les gens en vidéo, leur apprendre la bonne trame, comme quand tu fais un bon post LinkedIn. Un bon reel, c'est pareil, il y a une trame, il leur fait faire comme du copywriting. Donc Clément, son job, c'est d'être un miroir, ça veut dire qu'il est dans l'ombre et il met en lumière les autres. Tu passes à l'agence personnelle, t'es assis sur ce canapé, t'as rien à préparer, et lui, il va te poser comme ce que tu fais avec moi, il va poser les questions qu'il va avoir préparées à l'avance sur les petites choses qui vont faire que
tes vidéos vont devenir virales. Une thématique que t'as pas vue, un contenu que t'as pas assez bien distribué. Et c'est tout ça qu'on va travailler ensemble dans l'agence personnelle pour faire au final des vidéos virales et beaucoup d'acquisitions pour les CEO. Et comment tu vois la scalabilité de ce business? Parce qu'aujourd'hui, ça dépend beaucoup de ton temps, là. J'en vois pas. Et c'est un peu comme Richmaker. Moi, j'ai pas dans... Mon rêve, c'est jamais de faire des projets genre scalables. Mon rêve, c'est de faire un truc archi quali qui change la vie des gens, qui a un impact. Donc toi, tu préfères te positionner sur facturer 2 fois plus cher, mais en me disant, vous trouverez jamais mieux. Ouais, on facture même pas 2 fois plus cher. Plutôt que de dire, ouais, vas-y, on va aller toucher 10 millions. Ça t'intéresse pas, ça? En fait, aujourd'hui, mon parti pris, c'est de faire des choses qui sont cohérentes. Et je trouve que faire cavalier seul avec cette offre de consulting, que j'adore parce que je le faisais déjà pour toutes mes amies, et je le fais d'ailleurs encore pour mes amis, mais il y a toujours plein de personnes qui viennent me voir toute la journée en me disant « Ah, est-ce que tu peux m'aider sur telle ou telle problématique ?» Tu vois, hier, je reçois un appel d'une entrepreneur qui me dit « Caro, j'ai un cancer, je sais pas comment je dois me positionner sur les réseaux sociaux. Est-ce que je dois le dire, pas le dire? Est-ce que tu peux m'aider à rédiger l'annonce? Qu'est-ce que tu en penses ?» En fait, le positionnement, c'est toute ta vie, comme un produit. Tu sais, trouver ton product market fit, c'est toute ta vie. C'est pareil quand tu es une marque personnelle. Tu as des étapes de vie, tu vas changer de projet, tu vas changer d'associé, tu vas changer d'état de santé, tu vas devenir maman, En fait, il faut toujours te repositionner, c'est hyper important. Et être à l'aise avec ça. Et du coup, moi, je passais mon temps à faire ça, mais en faisant un peu cavalier seul, et ça ressemblait à rien au final, parce qu'on se disait, j'ai tellement de sollicitations sur les réseaux sociaux que j'avais mis ma hotline, et on peut encore maintenant booker un call de consulting, et donc je l'ai laissé, mais ce qui m'intéresse, je préfère avoir une petite part d'un gros gâteau qu'une grosse part d'un petit gâteau. Et je pense qu'avec Clément, on est en train de construire un truc hyper grand, mais pas de on t'aide à mieux vendre sur les réseaux, pas faire des vidéos virales. On est en train de capter comment est-ce que des experts qui ont un savoir-faire peuvent développer, leur faire savoir. Et ça, c'est un truc sur les réseaux qui m'a toujours déçu. Putain, pourquoi les vrais gros entrepreneurs, les Marc Simoncini, et encore, lui, il est médiatique, mais pourquoi est-ce que les mecs ont vraiment lancé des business de malades, et pas seulement générer du chiffre d'affaires, mais changer le monde, changer les vies des gens? Pourquoi est-ce que ceux-là, ils sont pas sur les réseaux sociaux? Et pourquoi est-ce que quand tu tapes entrepreneuriat dans les réseaux sociaux, t'as les 3 astuces pour lancer ton site web, tu vois? Des vrais bons entrepreneurs qui se mettent vraiment en avant. En fait, je sais pas si y a le côté de ils aiment pas se mettre en avant ou le côté un petit peu old school de vivons, revivons cachés, mais y en a beaucoup qui n'osent pas se montrer. En tout cas, beaucoup nous contactent et en fait, c'est pas vraiment un problème d'envie, c'est un problème de temps. Et le problème de temps, je le comprends parce que tu vois, nous, on a des clients, parfois, ils arrivent, ils sont avec leurs valises et en fait, ils sont entre 2 avions. On sait que les mecs qu'on a, ils ont pas le temps en fait de faire des réseaux sociaux. À côté de ça, ils en ont besoin, on leur demande, ils connaissent l'enjeu et en plus, ça leur fait plaisir parce que on a commencé l'interview sur cette anecdote que tu nous as partagée. J'ai documenté mon savoir pour le transmettre aux autres. Tu vois, un mec comme Jean de la Roche-Brochard, c'est pareil. Il est content de savoir ce qu'il sait, il est content d'exceller dans sa position, mais quand tu partages pas avec les autres, t'es tellement moins heureux. Les mecs, le social media, c'est ça aussi que ça leur apporte. C'est pas que la gloire, c'est pas que les likes, c'est... en fait... il y a des gens qui t'écrivent et qui te disent « Ah, t'as changé ma vie ». Moi, à ma petite échelle, avec mon podcast Marketing Square ou même avec mes Reels, où parfois il y a des Reels que je sors, Clément, où je me dis « Celui-là, il est un peu... c'est évident ce que je dis ». Et même ces petites choses-là, tu crées un effet papillon chez quelqu'un. Et ça, c'est important. Et c'est ça qui est beau dans le social media. On s'en fout d'avoir des likes et on s'en fout de l'ego. C'est pas qu'un exercice d'ego. C'est un exercice de transmission et c'est la nouvelle télévision des gens. Ce serait intéressant d'avoir des discussions là-dessus, sur le côté, c'est quoi ton mindset en fait quand t'as 23 ans versus quand t'as 30 ans, tu vois? Parce qu'en fait, on n'a pas du tout la même manière d'apprendre le risque, par exemple. Je pense que quand t'as 30 ans, t'es peut-être un peu plus posé en mode, bon, on va réfléchir peut-être à 2 fois. Et moi, je suis là en mode, bon, allez, on y va sans réfléchir des fois. Nous, avec Arnaud, c'est marrant parce qu'on est toujours dans un mindset de vingtenaire là-dessus. Ah ouais? Tu vois, ouais. Genre, tu fonces, quoi. Ouais. C'est bien ça. Faut garder ce mindset. Hein. Après, tu te mets en mode trop, genre, normal. Je sais pas comment. Mais je pense que ce mindset, il vient du fait que t'as la responsabilité vitale de potentiellement tes enfants. C'est clairement ça. C'est quand t'as des gens qui dépendent de toi vitalement, tu peux moins prendre des décisions arbitraires. Mais en tout cas, tant qu'on a un mini filet de sécurité, nous, on est très rapide à prendre des décisions et on est très rapide à prendre des risques.
sous couvert que on garde ce qu'on aime protéger, évidemment. Mais en tout cas, merci beaucoup Caroline d'avoir participé à cette émission, à ce podcast Esprit Entrepreneur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou un like si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à laisser une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre choix. Vous nous retrouverez toutes les 2 à 3 semaines sur Esprit Entrepreneur. Merci pour votre écoute et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur. Merci à tous, ciao! À bientôt.